Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le deuxième cours. On va donc reprendre le, le fil du propos qu'on avait démarré dans la séance 1. J'avais fait une rapide présentation du cours et on avait entamé sur les deux notions principales. On avait défini les rapports sociaux et aujourd'hui on va poursuivre en définissant ce que sont les inégalités sociales. Vous noterez dans le plan qui apparaît là, j'ai interverti deux parties. Voilà, donc on va poursuivre juste après sur les rapports de sexe et les inégalités qui en résultent, du fait que j'avais pris des exemples dans la première séance relatifs aux catégorisations de sexe et en conséquence dans l'amphi en présentiel. Voilà, ça a beaucoup discuté et ça me semblait pertinent de poursuivre sur cette thématique. Donc, on a interverti la partie 2 et la partie 3, mais ce qui ne change pas véritablement le propos. Alors, je vous avais demandé durant la dernière séance de réfléchir à ce que sont des inégalités sociales. Donc, on va voir si ce que je vous propose rejoint ce que vous aviez envisagé. Alors, on pourrait déjà dire que une inégalité est un écart d'accès au pouvoir, au prestige, aux richesses, qu'elles soient ces richesses économiques, culturelles, sociales. Et cet écart résulte d'une différenciation, d'un écart dans le classement social. Donc c'est la première définition que je vous proposerai. On peut dire également, en s'appuyant sur ce qu'on a dit précédemment à propos des rapports sociaux, qu'une inégalité est le produit des processus de différenciation et de hiérarchisation. Ce qui est certain, c'est que toutes les différences n'entraînent pas une inégalité. Avoir des grands pieds et des petits pieds, a priori, vous me direz par le forum si je me trompe, ça n'entraîne pas d'inégalité sociale. Mais par contre, certaines différences vont être retenues, amplifiées, voire même, selon certains chercheurs, inventées pour différencier les individus les uns des autres et simultanément définir leur accès aux richesses, au pouvoir, au prestige. Je vais vous donner une autre définition qui est extraite d'un ouvrage intitulé Le système des inégalités, les auteurs étant Alain Beer et Roland Pfefferkorn. Et donc je vous lis cette citation. Une inégalité sociale est le résultat d'une distribution inégale, au sens mathématique de l'expression, entre les membres d'une société, des ressources de cette dernière, distribution inégale due aux structures mêmes de cette société et faisant naître un sentiment, légitime ou non, d'injustice au sein de ses membres. Alors, si on réfléchit à quoi renvoie cette distribution inégale de ressources entre les membres d'une société, une distribution liée aux structures, aux rapports sociaux qui existent dans cette société, qu'est-ce que vous pourriez envisager concrètement Qu'est-ce qui vous semble pouvoir relever de cette définition? Là, je vous ai mis une photo qui a été prise au Brésil et qui montre, alors de façon très explicite, une distribution inégale de ressources entre les membres de la société brésilienne. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'espace accordé aux uns et aux autres, des habitations auxquelles peuvent accéder
les uns et les autres. Alors, l'accès au pouvoir ne se voit pas, mais l'accès aux richesses et l'accès au prestige, là, me semble-t-il, est assez explicitement inégal, hein, inégalitaire, en lien avec la structuration sociale, hein, puisque les habitats qui sont sur le côté droit de la photo, hein, renvoient à des membres du haut de la hiérarchie sociale, et les habitations qui sont à gauche, hein, de l'autre côté du mur, sont des, des membres du bas de la hiérarchie de cette société, hein. Bon, on pourrait multiplier les exemples, hein, les revenus, hein, l'argent est généralement, enfin, est inégalement réparti, hein, entre les membres d'une société en lien avec leur place sociale, hein, donc en lien avec la structuration sociale. Donc, vous voyez, hein, qu'il y a un lien direct entre cette notion de rapports sociaux et cette notion d'inégalité sociale. Le fait que les individus ne soient pas placés de la même façon dans l'ordre social, que les uns soient en plus ou moins haut dans la hiérarchie, alors que d'autres sont plutôt bas dans la hiérarchie sociale, hein, avec des accès inégaux aux richesses, au pouvoir et au prestige. Cela induit, hein, des inégalités sociales que l'on va pouvoir observer dans une très grande part, hein, des réalités sociales, hein. Il y a peu de réalités sociales dans lesquelles on ne voit aucune inégalité. Un autre aspect de ces inégalités est qu'elles ont une dimension objective et une dimension subjective. Je m'explique, hein. Ce que l'on a vu précédemment, là, dans cette photo, c'est bien des inégalités directement objectivées, hein. C'est matériellement, hein, que l'on peut constater ces inégalités. Elles sont objectivables. Mais simultanément, hein, il y a la perception que peuvent en avoir les acteurs sociaux. Bon, malheureusement, je ne connais pas, hein, les habitants de ce lieu du Brésil, hein, précédemment montré en photo, et donc je ne sais pas précisément, hein, ce que pensent les habitants du côté favorisé et les habitants du côté défavorisé, hein, de cette situation, hein, de grand écart, hein, de distribution de l'espace et de l'habitat. Mais ce que l'on peut voir, hein, dans toutes les réalités sociales qui connaissent des inégalités, c'est que les individus impliqués, hein, vont appréhender, hein, ces inégalités en les considérant comme acceptables, plus ou moins acceptables, pas du tout acceptables. Ils vont parfois les considérer comme justes, hein, cette distribution inégalitaire, hein, peut parfois être perçue comme juste, en donnant plus à ceux qui sont plus intelligents, ou alors qui ont fait de hauts diplômes, ou qui ont accédé à des positions élevées dans la hiérarchie sociale. Donc certains vont considérer que c'est juste, d'autres vont considérer que c'est tout à fait injuste, hein, et donc il y a un écart entre la, la réalité objective des inégalités et le ressenti, hein, les perceptions qu'en ont les acteurs sociaux. Simultanément, hein, dans nos sociétés démocratiques modernes ou post-modernes, on valorise l'égalité, hein. Dans notre pays, vous voyez la devise, hein, inscrite sur le fronton des bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité, hein. Donc clairement, hein, la République française, mais c'est le cas des autres démocraties, hein, actuelles, la valeur d'égalité
est reconnu comme faisant référence. Si on regarde les textes de la même façon, la notion d'égalité, la valeur d'égalité est fortement mise en avant. Là, je vous ai mis dans la diapo la petite phrase par laquelle commence la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et on en retrouve, on retrouve cette même idée déclinée dans moult textes de référence. Pour autant, c'est pas parce que on se réfère et on valorise l'égalité que il y a une égalité de fait dans la société. Comme je le disais précédemment, la très grande part des réalités sociales sont traversées par des inégalités sociales, par le fait que les membres de la société ne sont pas placés de la même façon dans l'ordre social, dans la structuration sociale, et en conséquence n'ont pas accès aux mêmes ressources, au même pouvoir, au même prestige, et donc en conséquence sont dans des situations objectives d'inégalité. Donc évidemment que cette perception des inégalités est travaillée par cette référence à la valeur d'égalité. On va souvent être indigné par des écarts d'accès aux ressources, par le fait que l'on se réfère à la notion d'égalité. On valorise l'égalité et en conséquence, on va considérer comme illégitimes les inégalités. Pour autant, cette légitimité de la valeur d'égalité n'induit pas qu'elle soit envisagée de la même façon pour tous. On met un petit dessin rigolo, mais qui traduit sans doute quelque chose que l'on peut rencontrer, savoir que pour certains, les inégalités ne sont pas perçues comme illégitimes, comme une injustice. Là, vous voyez, on voit quelqu'un qui a tous les attributs de la richesse et qui en regardant de court, dit quoi, le nombre de pauvres augmente, celui des riches aussi, donc où sont les inégalités? Donc clairement, la perception des inégalités n'est pas la même pour tous, évidemment en lien avec sa propre position sociale, et les inégalités réelles ne sont pas exactement les inégalités perçues. On aura l'occasion d'y revenir sur des constats plus concrets au fil des parties qui vont suivre. Alors j'en viens à la deuxième partie. On va rentrer plus directement dans un type de rapport social, les rapports sociaux de sexe, et constater quelles inégalités ont été découvertes par les chercheurs. Alors, on l'avait un petit peu soulevé lors de la première séance à travers les exemples, les illustrations choisies. Ce que je voulais vous transmettre ici, c'est la thèse portée par les sciences humaines et sociales, à savoir que les catégories de sexe, donc la catégorisation, évidemment pas le sexe biologique, mais les catégorisations résultent de la structuration sociale. Il y a eu un débat dans le cours en présentiel que je vais vous
synthétiser, hein, un étudiant disant que on ne pouvait quand même pas occulter le fait que dans, chez les animaux, hein, il y avait clairement des rôles affectés, enfin tenus en tout cas par les femelles, hein, et des rôles tenus par les mâles, et que voilà, en conséquence, hein, il était normal que l'on retrouve cette partition chez les humains. Donc ça a donné lieu à débat, d'autres étudiants contestant cette version. Donc on s'était séparés la première séance en se disant qu'on allait aller voir un peu davantage ce qu'il en était dans le règne animal, hein, puisque a priori il n'y avait pas beaucoup de spécialistes dans l'assemblée. Et pour ma part, je ne suis que sociologue, hein, je ne suis pas non plus du tout spécialiste des animaux. Et donc on en a reparlé lors du dernier cours, hein, et quelques étudiants étaient allés chercher en fait des informations sur ces aspects. Et ce qui apparaît, c'est que dans le règne animal, hein, les, les fonctions tenues par les femelles et par les mâles sont très différenciées, hein, d'une espèce à une autre, hein. Alors, chez les mammifères, on, on- on constate, hein, qu'effectivement, les femelles allaitent leurs petits, hein, et en grande part, elles prennent en charge les petits. Mais pour autant, hein, il peut y avoir aussi certaines espèces où les mâles sont également très actifs, hein, dans la prise en charge des petits. Il y a d'autres espèces, hein, et par exemple chez les oiseaux, où à 90% des espèces, hein, les, les mâles et femelles prennent en charge, hein, ensemble les petits. Parfois même, hein, c'est le mâle oiseau qui va couver les œufs, hein, donc voilà, on n'a pas une spécification telle que l'indiquait l'étudiant, hein. Et puis on a des comportements qui sont assez éloignés, hein, de ce que l'on envisage comme des comportements parentaux, hein. Par exemple, hein, la femelle panda, quand elle a des jumeaux, elle va s'occuper d'un seul d'entre eux et laisser mourir le second, hein. Voilà, sans qu'on sache trop pourquoi. Dans ce que j'ai lu, hein, l'hypothèse était faite qu'elle considérait que les deux n'allaient pas survivre et donc il fallait concentrer ses soins sur un seul. La femelle coucou, donc l'oiseau, hein, le coucou, va pondre ses œufs dans un nid d'oiseau d'une autre espèce, hein, et donc voilà, elle abandonne, on pourrait dire, hein, ses œufs, voilà, avant même qu'ils éclosent. Et c'est donc d'autres oiseaux, hein, qui vont prendre en charge ces petits coucous, hein, et donc les adopter et les nourrir et et en prendre soin, hein. Donc voilà, hein, c'est pas aussi simple, hein, que on l'envisage, hein, on l'avait envisagé. Et puis par ailleurs, hein, j'ai trouvé une réflexion d'une neurobiologiste, hein, donc quelqu'un qui est voilà, spécialisé, on va dire, sur le fonctionnement biologique, hein. Et donc cette femme qui s'appelle Catherine Vidal exprime l'idée que l'instinct maternel est évident chez les animaux. Bon, elle parle sans doute en moyenne, hein, puisque comme je vous l'ai dit, on a quand même des cas où c'est pas vraiment évident. Mais ce qu'elle énonce, hein, c'est que cette tendance, hein, observée dans le règne animal euh, ne peut pas être extrapolée à l'humain, hein. Elle formule ainsi: le problème est l'extrapolation à l'humain. Et elle poursuit: le cortex cérébral de l'humain est plus développé que celui des animaux, et en conséquence, hein, il y a une sorte de libre arbitre, hein, qui existe chez les humains, qui, qui leur permet de court-circuiter les programmes instinctifs. Donc, tout ce qui relève des instincts chez l'animal, dit Catherine Vidal, est contré par la culture chez l'homme.
et elle donne pour illustration, un humain peut décider de faire la grève de la faim, ou il peut également renoncer volontairement à la sexualité, hein. Autrement dit, des comportements qui sont instinctuels chez les animaux sont contrôlés par l'humain, par la socialisation, ces acquis réalisés en interaction avec les humains qui l'ont pris en charge. Donc on ne peut pas tirer des conclusions sur l'humain de ce que l'on observe dans le règne animal. L'humain est effectivement un animal, mais un animal pas comme les autres, du fait de son cerveau, de ses capacités mentales, qui font que il n'est pas l'objet des processus instinctifs. Et puis il y a le fait que l'humain, comparé aux animaux, n'est tout à fait inachevé. Et un petit humain qui est laissé à lui-même à la naissance a de très grands risques de mourir. Il est nécessaire qu'il soit pris en charge, nourri, réchauffé, soigné, pour survivre. Et donc ce petit être qui naît très inachevé va en grande part finir, on pourrait dire, sa construction pendant l'enfance, voire au-delà, pendant la jeunesse. Et donc la réalité biologique de la naissance va être très largement façonnée, modelée par la prise en charge humaine qui se réalise après la naissance. Et donc en cela aussi, c'est très différent de ce qui se passe dans le règne animal, où la prise en charge nécessaire à l'autonomie des petits est beaucoup plus courte. Donc j'en reviens à ces rapports sociaux de sexe. Donc on va y rentrer progressivement. L'idée majeure est qu'il existe effectivement des femelles et des mâles chez les humains, mais que sur cette réalité biologique, cette partition biologique, se surajoute en quelque sorte une différenciation purement sociale. Cette idée, on la trouve exprimée peut-être nettement, en tout cas pour la première fois, dans le propos, une phrase phare de Simone de Beauvoir, donc une philosophe française, dans un ouvrage intitulé Le deuxième sexe, qu'elle a écrit en 1949. On ne naît pas femme, on le devient. On pourrait dire tout aussi bien, on ne naît pas homme, on le devient. Et c'est ce qu'on va essayer de développer là aujourd'hui. Je vous ai mis deux autres citations de Simone de Beauvoir, donc issues du même ouvrage. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat, qu'on qualifie de féminin. Elle exprime très fortement que ce n'est pas la nature qui crée la femme, mais c'est la civilisation qui va créer la femme. Et, autre citation, ce n'est pas l'infériorité des femmes qui a déterminé leur insignifiance historique, c'est leur insignifiance historique qui les a vouées à l'infériorité. Autrement dit, là, elle ne parle plus de la différenciation,
mais elle pointe la hiérarchisation qui opère simultanément. Et donc, pardon, c'est bien parce qu'on ne leur accordait pas hein, de valeur historique en particulier, qu'elles sont considérées, ces femmes, comme inférieures, hein. Donc elles contestent totalement cette idée d'une infériorité naturelle des femmes et elles considèrent, hein, que c'est leur dévalorisation, hein, qui les place, hein, en situation d'infériorité sociale. On va poursuivre et ça va se nourrir, hein, ces deux idées, hein, de différenciation, hein, socialement réalisée entre les hommes et les femmes, et simultanément de hiérarchisation entre les hommes et les femmes. Une erreur de diapo, hein, donc voilà. Je... Donc on va avoir, hein, des chercheurs de tout un éventail de disciplines qui vont reprendre, hein, cette idée de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et qui vont essayer de cerner, hein, de quelle façon, hein, on façonne les femmes, hein, dans différents contextes sociaux à différentes époques. La notion de gender, c'est un terme anglais, apparaît dans la psychologie avec pour objet, hein, de rendre compte de l'écart, hein, qui existe, que perçoivent les psychologues, là en l'occurrence états-uniens, chez une partie de leurs patients, entre la catégorisation de sexe et la façon dont les individus se définissent eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire que des, des individus mâles n'arrivent pas à s'identifier à la catégorie d'hommes, hein, et inversement, des individus femelles n'arrivent pas à se percevoir pleinement comme femmes. Et donc, pour rendre compte, hein, de cette perception intime des individus, les psychologues, hein, créent la notion de gender. Et cette notion de gender, elle va être traduite en français par genre, et elle va être prise bien au-delà de la psychologie, hein, pour distinguer, hein, entre le sexe biologique et le sexe construit socialement, hein, façonné par le contexte socio-historique. Donc aujourd'hui, j'en reviens à ce que vous avez vu tout à l'heure, les chercheurs distinguent, hein, entre sexe biologique, sexe social et orientation sexuelle. On a la réalité, hein, biologique, voilà, dans laquelle on est, hein, le verbe naître. Et puis, il y a la réalité sociale qui résulte de la prise en charge des petits humains, hein, la façon dont on va traiter les, les nouveau-nés femelles et les nouveau-nés mâles, hein, font que on construit, hein, des filles et des garçons, hein, mais c'est bien un processus social. Et ces deux aspects, hein, ne sont pas directement corrélés avec l'orientation sexuelle des individus, qui est une autre affaire, hein, voilà, sur laquelle je ne développerai pas beaucoup, hein. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les rapports sociaux de sexe, et donc j'essaye de vous transmettre, hein, ce qui a été développé, hein, dans ces travaux de chercheurs. Et donc le point
premier et peut-être principal, c'est la distinction qu'il faut faire entre sexe biologique et sexe social. La Les résultats de recherche, se sont complexifiés, depuis les années 50, avec aujourd'hui, des chercheurs qui, font le constat que, ce que l'on appelait sexe biologique, peut être, segmenté, en plusieurs, réalités, biologiques et nous disent-ils, il faut, distinguer entre sexe anatomique, autrement dit l'anatomie que l'on perçoit, voilà, en observant, le corps, c'est une réalité par laquelle on induit souvent, qu'on a affaire à un individu femelle ou un individu mâle. Mais, nous disent les chercheurs aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte le sexe chromosomique. Et ça ne se voit pas à l'œil nu, il faut effectivement, une recherche, un prélèvement et donc une recherche, sur, votre ADN, pour, constater si vous avez les chromosomes XX ou les chromosomes XY. Et en conséquence, ça n'est pas exactement la même chose, que le sexe anatomique. Et puis, il y a aussi, nous disent les biologistes, le sexe hormonal, c'est-à-dire que, il y a chez les individus, des hormones qui vont être plus ou moins présentes en fonction, heu, qui vont être plus ou moins présentes, chez les femelles et chez les mâles. Mais, ces pondérations, ne sont pas, similaires, dans l'ensemble des individus. Heu, alors, enfin, on va y revenir après, hein. Généralement, ce que l'on constate quand même, c'est qu'il y a une concordance, entre les sexes anatomiques, chromosomiques et hormonaux. C'est-à-dire que des individus qui sont femelles anatomiquement, vont l'être aussi, sur le plan chromosomique et sur le plan hormonal, généralement. Néanmoins, nous disent les biologistes, il y a un nombre de cas dont je ne sais pas vous dire la fréquence, parce qu'eux-mêmes ne sont pas du tout, précis là-dessus, avec des décalages entre sexe anatomique, sexe chromosomique, sexe hormonal. Donc la réalité biologique est déjà plus complexe, qu'on ne le pense, généralement. À savoir qu'un individu qu'on va classer femelle du fait de son anatomie, elle a des seins, elle n'a pas de pénis, pour autant, peut parfois, être mâle ou plutôt mâle, sur le plan hormonal, voire parfois sur le plan chromosomique, donc ce sont évidemment des individus en minorité numérique, mais ils existent. Donc une réalité biologique, qui peut parfois déjà être complexe. Et à cela s'ajoute, le sexe social, celui qui va être façonné par la prise en charge, humaine, et puis, ce que les psychologues appellent parfois le sexe psychologique, c'est-à-dire la façon dont les individus, vont se définir eux-mêmes, voilà, dans leur intimité, propre. Donc on a une, une situation, qui est beaucoup plus, nuancée, hein, que la bipartition, homme-femme, hein, ou même, mâle-femelle, que l'on envisage généralement. On a vraiment un éventail de cas, très,
nuancée, entre un pôle mâle et un pôle femelle, sur le plan biologique, et aussi un pôle homme-femme sur le plan social. On a un éventail de cas de figure très différents les uns des autres, et en conséquence, on ne peut pas dire qu'on est une catégorie mâle et une catégorie femelle, de façon claire et objective, mais on a aussi des cas de figure d'individus qui vont être plutôt mâles, plutôt femelles, mais sans l'être complètement, du fait de ces exceptions chromosomiques, ou de ces exceptions hormonales. On a aussi des individus qui naissent, et alors là, c'est pour le coup d'autres désordres que je pointe, désordres entre guillemets, désordres anatomiques. Des individus naissent sans être strictement d'anatomie femelle ou d'anatomie mâle. À savoir qu'ils ont, ces nouveau-nés ont un petit pénis, donc ils ne sont pas véritablement des mâles, mais pour autant, ils ne sont pas non plus des femelles. Ces petits qui naissent là ont longtemps été l'objet d'une opération, donc très rapidement après la naissance, les médecins décidaient donc d'enlever ces petits pénis, et donc de décréter que ces petits nouveau-nés étaient femelles, et ils pensaient ainsi réduire les problèmes pour les parents, pour l'enfant lui-même. Bon, on s'est aperçu que ça n'enlevait pas les difficultés ultérieures, et que cette opération, au contraire, pouvait avoir des effets néfastes, en particulier quand d'autres aspects biologiques restaient soit indifférenciés, soit plutôt mal, et en conséquence créant des réalités très complexes, déjà sur le plan biologique, pour ces individus. Bon, aujourd'hui, le discours officiel, c'est que l'avis est demandé aux parents, qu'il y aurait moins d'opérations et qu'on laisserait davantage la nature faire son œuvre, c'est-à-dire on opère officiellement, on n'opère plus systématiquement à la naissance, et on voit quelle transformation s'opère, quelle transformation anatomique s'opère au fil du temps. On conseille aux parents de donner un prénom neutre, comme Claude, comme Dominique, et puis voilà, de voir ce qui se passe. Ce qui dans la réalité est contesté, semble-t-il, il y aurait encore aujourd'hui des opérations en nombre pour ce cas de figure. En tout cas, y compris sur cet aspect du sexe anatomique, il y a des individus qu'on ne peut pas catégoriser clairement entre mâle et femelle, et la catégorie de neutre est désormais revendiquée par cette minorité-là qui n'a pas les caractéristiques ni des mâles ni des femelles, mais qui sont dans un entre-deux. Un autre élément de cette réalité que l'on essaye d'analyser, c'est un élément que je reprends de Goffman. Goffman nous dit, au-delà de ces différences anatomiques, chromosomiques et hormonales, il y a beaucoup de similitudes entre les femelles et les mâles humains.
On peut faire des dons d'organes, une femme peut donner un rein à un homme, et ça posera aucun problème. Un homme peut donner un poumon, à une femme, ça posera pas de problème. Donc, il y a davantage de similitudes biologiques entre les hommes et les femmes que, de différences. C'est un constat, qu'énonce, Erving Goffman dans un ouvrage qui s'appelle, L'arrangement des sexes, qui a été traduit en français en 2002. Mais nous dit Goffman, malgré cette, forte similitude entre les mâles et les femelles humains, les sociétés différencient, les unes et les autres. Ils vont être définis différemment. C'est une place sociale, un statut, distinct qui va leur être, attribué avec, des fonctions et des rôles également très différenciés. Et donc, Kaufmann pointe, cette, discordance, entre le constat d'une forte similitude, entre les mâles et les femelles, mais les sociétés, s'emparent de ces différences, qui existent certes, l'appareil génital, l'appareil reproducteur, s'emparent de ces différences pour produire, 2 catégories, les femmes d'une part et les hommes d'autre part, en amplifiant, ces, ces caractéristiques, biologiques. Quand je dis amplifier, juste un exemple, heu, les femmes, ont une pilosité, mais socialement, on leur apprend que ça n'est pas féminin, les poils, c'est pour les hommes. Et en conséquence, une grande part des femmes ici et maintenant vont, combattre, leur pilosité, la faire disparaître pour accentuer, leurs caractéristiques, féminines. Mmh. Bon, on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples comme cela, sur l'amplification de caractéristiques, physiques, pour, amplifier, ces aspects féminins ou ces aspects masculins, Bon, pensez à la culture physique, voilà, avoir des muscles, c'est davantage valorisé, et envisagé comme caractéristique masculine, effectivement. Beaucoup de jeunes hommes vont aller, voilà, sculpter, leur corps, si on peut dire. Et au-delà de ces caractéristiques, physiques, qui vont être, amplifiées pour, féminiser ou masculiniser le corps, on a tout un ensemble de caractéristiques sociales qui vont se surajouter pour différencier les femmes des hommes. Pensez à la coiffure, pensez aux vêtements, pensez aux façons de se comporter, qui vont être transmises pendant la socialisation, aux filles d'une part, aux garçons d'autre part, et qui clairement, différencient les filles et les garçons, les femmes des hommes, non pas naturellement, mais bien, dans la construction, dans la socialisation, qui s'est opérée. Alors, en France, savez-vous comment vous avez été, catégorisés, filles, ou garçons? Mmh. C'est sur la base, du constat anatomique, hein. On n'essaie pas de savoir, le sexe chromosomique ni le sexe hormonal, des nouveau-nés. On s'en tient au constat anatomique, et donc il y a un document qui est rédigé, à la maternité de naissance, voilà, qui va catégoriser les petits, en filles ou en garçons. Et ce document, va être, amené par les parents
à la mairie, au bureau d'état civil, où ils vont faire enregistrer le nouveau-né, donc il va avoir une existence juridique, et la famille entérine cette catégorisation fille-garçon, souvent en choisissant un prénom féminin ou masculin. Alors c'est vrai qu'il y a un sous-ensemble de prénoms qui sont mixtes, mais la grande part des prénoms sont ou bien féminins ou bien masculins. Cette catégorisation-là, donc réalisée d'abord à la maternité, puis enregistrée juridiquement à l'état civil, euh, est une catégorisation qui est très lourde, puisque ultérieurement, il sera très difficile de revenir sur cette différenciation qui a été faite juste après votre naissance. Sur cette prime catégorisation, les parents vont élever leurs enfants, ou bien en filles, ou bien en garçons, voilà, sur la base de ce qui a été posé au moment de la naissance. Et on constate que la grande part de ces petits, de ces enfants, vont effectivement s'identifier à la catégorie à laquelle on les assigne. Pour autant, malgré le traitement quotidien en tant que fille ou le traitement quotidien en tant que garçon, certains vont ne pas s'identifier à cette catégorie et vont se percevoir de l'autre catégorie ou d'aucune catégorie, et donc vont agir pour se rapprocher parfois de ce qu'ils se perçoivent être intimement. Et donc, pour une part minime de la population, il y a le choix d'un sexe social qui ne correspond pas au sexe biologique, donc des individus mâles qui vont se catégoriser en femmes, et donc adopter les façons d'agir, les façons de se présenter féminines, de la même façon qu'il y a des individus femelles qui vont se présenter en hommes, et donc adopter un sexe social masculin dans leur façon, là encore, d'agir, de se présenter au quotidien. Une part d'entre eux vont s'arrêter là, mais une partie vont souhaiter transformer leur corps et donc agir sur la réalité biologique. Ça peut être par la chirurgie, ça peut être par des traitements hormonaux. Pour obtenir ces traitements en France, il faut avoir passé des, des contrôles en quelque sorte médicaux et psychologiques qui vont autoriser ou pas les individus à changer leur réalité biologique par ces traitements chirurgicaux ou hormonaux. Et donc on a des individus qui ne sont pas restés dans le sexe biologique de naissance et qui sont soit dans un autre sexe social, soit qui ont transformé leur réalité biologique pour se rapprocher de ce qu'ils se perçoivent être intimement. Donc, tout ça pour dire que penser la réalité sociale en termes de un groupe d'hommes, un groupe de femmes, c'est assez éloigné de la réalité qui nous entoure. Alors, cette
catégorisation usuelle que l'on fait, cette représentation que l'on a d'une population répartie en hommes et en femmes, donc qui se fonde en dernière analyse sur la différence anatomique constatée au moment de la naissance. Cette catégorisation-là, on la constate dans toutes les sociétés. Pour autant, c'est pas parce qu'elle existe dans toutes les sociétés qu'elle a les mêmes conséquences. Et donc, ces hommes et ces femmes que l'on observe dans toutes les sociétés peuvent avoir des fonctions, des rôles très disparates, d'une société à une autre, d'une époque à une autre. Je vous donne 2 exemples. Le premier est emprunté à une population du Sud-Soudan qui s'appelait, ou qui s'appelle peut-être encore, les Azandés. Et les Azandés autorisaient le mariage entre un guerrier et un jeune homme. Et ce dernier assumait les obligations ménagères et aussi sexuelles, tenues normalement par une épouse, normalement dans cette société, jusqu'à ce que ce jeune homme soit remplacé par une femme. Autrement dit, un individu catégorisé homme pouvait avoir le rôle d'épouse durant un certain temps dans cette société. Autre exemple, les Inuits, ce qu'on appelait avant les Esquimaux, voient dans les nouveau-nés la réincarnation d'un ancêtre. Et donc, ils vont prendre en charge le petit en prenant en compte le sexe de cet ancêtre, même s'il ne correspond pas avec le sexe anatomique de l'enfant. Et donc, la prise en charge pendant l'enfance va être celle de l'ancêtre réincarné. Et c'est seulement à la puberté que l'on va rendre en quelque sorte à l'individu le sexe anatomique qui est le sien, dans le cas où il est différent de celui de l'ancêtre qu'il est supposé réincarner. Donc pour vous montrer que il y a certes une différence homme-femme dans toutes les sociétés, mais les conséquences que cela peut avoir en termes de façon d'agir, façon de penser, sont assez diversifiées, même plutôt très diversifiées, dans les sociétés connues. Un autre exemple, je reviens en France, là vous avez la peinture d'un aristocrate du XVIIe siècle. Donc, vous le voyez, la perruque est la norme, le fait de se maquiller, il est poudré, il a du crayon pour, voilà, il est sans doute aussi épilé, des sourcils, il a du rouge à lèvres. Donc, tout ça ne sont pas les normes que l'on connaît aujourd'hui pour un homme. Si vous regardez sa tenue, elle est aussi extrêmement sophistiquée et raffinée, avec des chaussures à talons, des collants. Autrement dit, les normes vestimentaires, ou les normes d'apparence d'un homme aristocrate au XVIIe est très éloignée des normes d'apparence d'un homme ici et maintenant. Autre exemple, donc là c'est une photo prise en France en 1907, et donc voilà, je vous demande est-ce que ça s'agit d'une fille ou d'un garçon. A priori, dans nos normes actuelles, on répondrait une fille, du fait des cheveux, du fait de la robe. Or, il s'agit d'un garçon, un garçon qui est devenu célèbre. Je vous donne un indice, il est proche de la philosophe Simone de Beauvoir, dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà, s'il s'agit de Jean-Paul Sartre, hein, à l'âge de 2 ans. C'est lui-même, hein, qui a publicisé, cette photo. Voilà, donc vous allez me dire: «On le reconnaît pas». Bah, oui, je suis d'accord avec vous, on ne le reconnaît pas. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais pour vous montrer, hein, que les les normes, hein, féminines et masculines ont changé aussi beaucoup, hein, en France. Alors si on revient, aux travaux, hein, qui ont été réalisés sur, heu, ces différenciations, de sexe, heu, on peut dire que c'est finalement assez récent, hein, pour ce qui concerne, l'Europe et la France en particulier, hein. Aussi aux États-Unis, voilà, dès les années 50 et en partie impulsé par l'ouvrage de Simone de Beauvoir, hein, intitulé «Le deuxième sexe». C'est plus tardivement, hein, que reviennent, en Europe, hein, ces travaux, ces recherches, ces questionnements et jusqu'aux années 60, hein, les sciences humaines et sociales, en Europe et en France en particulier, ont étudié les phénomènes à partir des hommes, mmh. Les hommes, bah, c'est la normalité, c'est le général, hein, et donc voilà, ce qui relève des femmes est perçu comme périphérique, hein, comme secondaire, voire comme un une exception, hein, par rapport au normal, au général masculin. Dans ces, sciences humaines et sociales, hein, jusqu'aux années 60, hein, on peut dire que hommes et femmes sont vus encore comme des catégories naturelles, hein. Y compris Durkheim, hein, quand il essaye d'expliquer, la le plus fort taux de suicide des hommes par rapport aux femmes, hein, il en vient à une explication par la nature, hein, des hommes et des femmes, hein, qui ferait que les unes se suicideraient moins que les autres. Et donc, cette dénaturalisation, hein, elle est assez tardive, hein, d'abord donc, aux États-Unis, puis en Europe, hein, à partir des années 60, heu, des femmes, hein, surtout qui commencent à s'intéresser à ces questions, de genre, quelques hommes, hein, et puis aujourd'hui on peut dire que c'est quand même, assez largement, partagé, hein, cet intérêt pour les les catégories sociales de femmes et d'hommes, hein, la construction de ces catégories, la perpétuation de ces catégories et la hiérarchisation, hein, de ces catégories sont l'objet aujourd'hui de beaucoup de travaux, hein, de femmes et d'hommes, chercheurs. Là, je vous ai mis un seul exemple d'homme, hein, qui a travaillé cette question. Donc il s'agit de Pierre Bourdieu, hein, qui a écrit un ouvrage intitulé «La domination masculine», hein, en 1998. Donc voilà, il examine, hein, il analyse à partir de faits, socio-historiques, situés, ces rapports sociaux de sexe, hein. Il s'appuie en grande part, sur des travaux antérieurs, hein, de chercheurs femmes et il lui a été beaucoup reproché, il lui est encore reproché aujourd'hui, hein, même s'il est décédé depuis, le fait, hein, qu'il n'a pas, suffisamment cité, hein, les travaux antérieurs sur lesquels il s'appuyait, qui sont justement, des travaux de femmes, hein, et donc pour certaines chercheurs, il a, il s'est accaparé, hein, des travaux, de femmes et d'une certaine façon, il a illustré, hein, la domination masculine, là en l'occurrence dans le domaine scientifique, hein, en procédant, de la sorte. Bon, je ne développe pas davantage, hein, vous trouverez si ça vous intéresse trace, hein, de cette polémique, hein, dans différents écrits. Alors je, vous indique là une interview, hein, de Simone de Beauvoir, réalisée en 1975, qui me semble tout à fait intéressante et que je vous incite, à aller écouter. Donc peut-être
on en visionnera une partie ensemble, hein, mais voilà, allez voir cette interview, hein. Alors elle est un petit peu longue, je crois que c'est presque 1 heure, mais elle me semble tout à fait intéressante encore aujourd'hui, hein, et si la dame n'est pas jeune, sa réflexion est extrêmement alerte et vive, hein. Elle a vraiment une acuité intellectuelle, voilà, qui fait du bien à entendre. Pour terminer, on peut dire qu'aujourd'hui, hein, il y a vraiment une spécialité, hein, qui s'est constituée, heu, qu'on l'appelle, les travaux sur le genre, hein, en en anglais, hein, donc aux États-Unis notamment, on parle de Gender Studies, hein, donc c'est une spécialité à part entière qui existe. En France, on parle d'études, sur le genre. On ne découpe pas exactement les spécialités de la même façon en France, hein, et ça reste encore, assez disciplinaire, hein, donc il va y avoir des historiens du genre, des sociologues du genre, des ethnologues du genre, hein, mais il existe de fait, hein, une production, importante, hein, de travaux sur ces questions, heu et donc voilà, dès les années 90 et plus encore, depuis, les années 2000, hein, on a, beaucoup d'études, hein, de recherches, qui, sont publiées. Ces travaux, voient le jour davantage dans des sociétés, démocratiques, postmodernes. Alors c'est là aussi sans doute où il y a, heu, le plus haut niveau d'instruction et donc voilà, plus de chercheurs tout simplement, hein, plus de financement de recherche. En tout cas, hein, c'est dans ces contextes, que sont produits une grande part des travaux sur le genre. Et le paradoxe, hein, est que ce sont des sociétés qui connaissent, hein, plus que d'autres, un processus d'égalitarisation entre hommes et femmes, hein. Toutes ces sociétés ont posé dans la loi l'égalité entre hommes et femmes. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, hein, mais pour nos sociétés, démocratiques, postmodernes, hein, c'est le cas. Alors, égalité juridique, hein, ça ne signifie pas, égalité de fait. Mais c'est déjà un élément, fondamental, hein, vers une égalité réelle. Un autre aspect de ce processus d'égalitarisation, hein, est que les fonctions, les rôles des femmes et des hommes sont moins prédéfinis par le sexe. On aura l'occasion d'y revenir à travers les constats des travaux. Et puis, hein, on voit s'amorcer une déconnexion entre sexe biologique et sexe social, hein. Il est moins tabou, hein, désormais, heu, de ne pas s'identifier avec, son sexe biologique, hein, et de se revendiquer, de l'autre sexe. Pour autant, hein, malgré, alors cette, ce contexte d'égalitarisation, hein, les travaux, mais c'est assez logique, hein, c'est leur objet, vont pointer, hein, les processus de distinction, hiérarchisante qui opèrent entre hommes et femmes dans ces sociétés. Et donc on a un sorte de paradoxe, hein, où on pointe, fortement, hein, les rapports sociaux hiérarchiques qui perdurent entre hommes et femmes, hein, la domination masculine qui perdure dans les faits, hein, entre les hommes et les femmes. On en verra des exemples, dans les prochaines séances. Et on a du mal à voir, hein, le changement, hein, à voir comment, cette différenciation et cette hiérarchisation se transforment et s'affaiblissent dans nos sociétés, postmodernes.
Et ça, voilà, c'est le regret que j'ai, hein, par rapport à cet, ensemble de travaux, hein, qui par ailleurs sont tout à fait, intéressants, hein. Le deuxième regret, c'est qu'on ait moins de travaux dans des sociétés où la domination masculine reste encore extrêmement forte, hein, avec, souvent, heu, une inscription, hein, de l'inégalité entre hommes et femmes dans la loi, hein. Voilà, à mon avis, il faudrait aussi beaucoup de travaux là, hein, pour éclairer, heu, cette différenciation et cette hiérarchisation qui reste très forte, hein. Même si, bien sûr, hein, ça reste aussi tout à fait intéressant de voir comment ça se transforme ici et maintenant. Donc voilà pour, cette deuxième séance, hein, on va s'arrêter là et on se retrouve, hein, pour la suite, la semaine prochaine. Voilà, travaillez bien d'ici là et à bientôt.